Vous êtes sur New World Info et c'est l'heure de décryptage. Nous recevons Mamadou Diouf. Avec lui, nous allons parler du Nigeria et de la mort du chef de Wisman, Abou Moussa al-Barnaoui. Mamadou Diouf, bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel, je me porte très bien. L'armée nigériane a annoncé la mort d'Abou Moussa al-Barnaoui, le chef de la branche ouest-africaine du groupe État islamique. Il est mort et reste mort, a déclaré le chef d'état-major de l'armée nigériane, le général Loki Irador. Alors, Mamadou, c'est la mort entre griffes d'un grand. Oui, c'est la mort de quelqu'un qui avait le vent en poupe après le décès de Shekau, parce qu'il ne faut pas qu'on oublie que c'est Shekau qui a amené cette violence au niveau de Boko Haram. À un certain moment, il y a eu des disputes entre les deux et Barnawi avait mis de côté son groupe qu'on appelle Ansarou. Et finalement, l'État islamique auquel même Shekau avait prêté allégeance avait décidé de nommer Barnawi comme gouverneur de cette zone. C'est comme ça qu'ils appellent ça, comme Wali. Ils en faisaient le gouverneur de Boko Haram de façon générale. Ben, ça a créé une véritable dissidence entre les deux groupes. Et après le décès de Shekau, c'est ce groupe ISWAP qui avait le vent en poupe au Nigeria. D'ailleurs même, ils sont responsables du décès d'Aboubacar Shekau. Ce qui veut dire qu'il y a une certaine force quand même qui se trouve là-bas. Et après ce décès, certains des hommes de Shekau ont rejoint ISWAP. D'autres ont préféré déposer les armes, aller retourner vers l'armée du Nigeria. Ce qui fait que ISWAP était devenu, sur le terrain du Nigeria aujourd'hui, le mouvement armé le plus puissant. Donc son décès, c'est le décès du leader, effectivement, d'un mouvement qui était sur le terrain aujourd'hui le plus important. Et donc un coup dur pour ISWAP. Un coup dur, c'est pas évident. Parce que si on regarde ISWAP depuis sa naissance, ISWAP a plusieurs fois changé de chef. On n'est pas au premier changement de chef, et les changements de chef n'ont pas pratiquement induit un changement dans l'attitude au niveau de ISWAP. Ce qui veut dire que, puisqu'ils ont déjà testé, je n'appellerai pas cela de l'alternance, mais plusieurs chefs, si celui-là part, ils doivent être en mesure d'avoir un autre chef. Est-ce qu'il aura le même charisme? Est-ce qu'il pourra diriger le groupe comme ce que Barnawi avait fait? Ce n'est pas évident, mais je ne pense pas que le fait que Barnawi soit mort, qu'on mette ça encore entre guillemets, Oui, bien sûr. On attend encore que l'ISWAP dise quelque chose. Pour le moment, ils n'ont pas commenté ce décès. Je ne crois pas que ça soit suffisant pour affaiblir l'ISWAP. Ah oui, et ça veut dire qu'il y a d'autres chefs qui peuvent sortir à tout moment, mais quel est l'impact de la mort de Barnaoui sur ISWAP? L'impact va être important parce que de façon générale, quand un chef part, ça crée des interrogations. Ouais. Si on compare avec le cas de Shekau, son décès a porté un véritable coup finalement à Boko Haram, alors que les gens disaient non, ça ne va pas lui porter du coup. Mais ici, le décès est particulier. Ce n'était pas un Boko Haram qui affrontait l'armée nigérienne, mais c'est un Boko Haram qui affrontait l'histoire. Et c'est comme si Barnawi également il décédait dans les mêmes conditions lors d'un combat contre les autres qui sont restés au niveau de Boko Haram. Et ça joue parce que c'est ce mouvement qui pendant un temps a semé la mort au niveau du Nigeria, qui se divise, qui s'entretuent entre eux, mais les gens ont tendance à quitter Boko Haram aujourd'hui pour aller prêter allégeance à ISWAP. Ce qui fait que son départ va être un coup. Jusqu'à quel point cela va pouvoir entraver les activités de ISWAP, on ne peut pas le dire pour l'instant parce que, comme je l'ai dit, eux-mêmes n'ont pas encore reconnu ou annoncé son décès. Ouais. Ils n'ont pas annoncé également un autre chef, alors que si on en croit l'armée nigérienne, le décès date quand même du mois d'août. Alors, cela veut dire que la jubilation, si on peut le dire, du chef d'état-major des forces armées nigérianes, Loki Irabor, doit être limitée parce que c'est l'un des chefs qui est décédé, mais le groupe vit toujours. Il doit être limité pour deux raisons. Même dans ses propos, il dit qu'il est mort et il précise qu'il reste mort. Il a raison de préciser parce que l'armée nigérienne a plusieurs fois annoncé la mort de Shekau. Ouais. Ils ont annoncé plusieurs fois la mort de Barnawi, on les a revus. Ici, les analystes sont en train de donner un certain crédit à cela. Et la raison fondamentale, c'est que puisque ISWAP avait le vent en poupe avec
Boko Haram version Chekao qui perdait de l'ampleur et de la force sur le terrain, on entendait beaucoup Barnaoui à travers des audios, particulièrement sur la période avril, mai, juin jusqu'en juillet. Après, subitement, sans aucune explication, plus rien. Donc beaucoup de gens se disent, mais attendez, il a d'ailleurs été le porte-parole de Boko Haram avant d'être au niveau de ISWAP. Les gens s'interrogeaient pourquoi, subitement, on ne l'entend plus. Même pas sur des intervalles assez éloignés, alors qu'on l'entendait régulièrement parce que ISWAP avait le vent en poupe. Certains avaient dit à un certain moment, il aurait peut-être été blessé dans des combats. Et par la suite, l'armée parle de la mort. Donc sur ce plan, on peut effectivement penser qu'il est mort. Mais le fait qu'il soit mort en août et qu'on en parle en octobre et que ISWAP ait continué de août à octobre, ça veut dire que si sa mort devait faire un coup par rapport à ce mouvement, on devait être déjà en train de voir les conséquences de ce coup sur ISWAP. Mais on dirait qu'ils ont pu, j'allais dire, digérer son décès. Comment ils se sont organisés, on ne sait pas, puisque comme j'ai dit, ils n'ont pas commenté, ils n'ont pas annoncé un autre chef, ils n'ont pas encore également reconnu la mort d'Abou Moussa al-Barnaoui. Alors on va revenir, si vous le permettez, sur l'historique de ces groupes armés qui ont ensanglanté, qui continuent d'ensanglanter le Nigeria. Qu'est-ce qu'ils revendiquent véritablement, Mamadou Diop? En fait, c'est des revendications qui ont évolué. Si on fait l'historique, le groupe a commencé avec Mohamed Youssouf, qui est le père d'Al-Barnaoui, qui en fait s'appelle Habib. Comme on dit, à l'état civil, il s'appelle Habib Youssouf. Abou Moussa, en arabe, c'est le père de Moussa. Certainement, il a un enfant qui s'appelle Moussa. Et il s'est donné ce surnom, Abou Moussa, le père de Moussa. Mais à l'état civil, il s'appelle Habib. Quand son père créait Boko Haram, c'est ce qui a créé cette appellation Boko Haram, parce que ce n'est pas ça le nom du mouvement. Une chose que l'on voyait clairement, c'était le refus de l'enseignement au niveau de l'école occidentale. Une autre chose qu'on voyait, c'est le refus de la scolarisation des jeunes filles. Une troisième chose qu'on voyait, ils voulaient que la charia soit appliquée, ce qui posait problème comme revendication, parce que dans les parties du nord du Nigeria, vous avez dans bien des parties du nord du Nigeria où la charia est déjà appliquée en partie. Donc, ce qui marquait ce mouvement, c'est ce refus de l'école. C'est pourquoi on les a surnommés tout simplement Boko Haram. Boko de bouc de l'anglais, Haram de interdit de l'arabe. C'est les deux mots qu'on a mis ensemble. À sa mort, le mouvement est allé vers un autre niveau de combat sur le plan militaire. D'abord, contre les autorités du Nigeria, puisque Abou Youssouf est décédé dans les liens de détention, dans des conditions qui n'ont pas encore été élucidées. Par la suite, avec Chekao, ce n'était plus l'armée nigérienne, l'administration du Nigeria qui était attaquée, mais tout le monde, les chrétiens, les musulmans, les mosquées, les marchés. On a commencé à utiliser même les jeunes filles comme des bombes, j'allais dire, vivantes pour créer des dégâts. À partir de ce moment, Barnaoui, qui était un peu plus modéré, si on peut l'appeler ainsi, avait commencé à refuser cette ligne de conduite. Et il n'était pas le seul, même l'État islamique à l'échelle internationale avait considéré que Chekao était extrémiste. Bon, quand un mouvement qualifié d'extrémiste qualifie quelqu'un d'extrémiste, bon, donnez-moi un mot pour le qualifier parce que je n'en ai pas. Et cela a fait que c'est lui que l'État islamique a finalement adoubé en faisant un gouverneur. Et avec lui, il y avait le refus d'utiliser les petites filles comme étant des bombes vivantes. Il y avait le refus d'attaquer les marchés, il y avait le refus d'attaquer les mosquées, etc. Donc, si vous voyez, le mouvement a évolué avec la division. On a deux visions qui ne sont pas exactement les mêmes, bien qu'en réalité, ce n'est pas très éloigné, puisqu'il s'agit plutôt de choisir des gens comme victimes et de ne pas choisir d'autres comme victimes, mais tous ces deux restent des mouvements armés. Alors, il n'y a pas, on ne peut pas trouver, Mamadou Diouf, un point de consensus entre le combat que ces groupes menaient et continuent de mener et la gouvernance au niveau du Nigeria? Ça va être difficile. Ça va être difficile parce que dans les discours de l'initiateur Abou Youssouf, ce qui lui avait donné de la force au départ, il dénonçait à l'époque la corruption au Nigeria, qui était une réalité. Ça, il faut le dire clairement. Il savait partir des réalités pour ensuite dire aux gens, venez, nous sommes la solution.
Et ça leur avait permis de prendre beaucoup de jeunes qui étaient dans le chômage, qui étaient dans Ouais. difficulté. Il avait vraiment pu en faire un mouvement extrêmement fort, ce qui commençait à créer des craintes, bien qu'à l'époque, le mouvement n'avait pas une allure militaire, ne posait pas des attentats ni quoi que ce soit. Et cela fait que en ce moment, il aurait été plus facile de trouver un consensus. Puisque on aurait dit que c'est un mouvement de société civile, c'est un mouvement politique. Il est plus facile de discuter avec ces gens qui ne portent pas des armes que de discuter avec des gens qui portent des armes. Autre chose qui rend l'affaire compliquée, à un certain moment, Boko Haram, ce n'était plus une affaire du Nigeria seulement. Non, non. Vous avez des gens qui étaient venus de beaucoup d'autres pays. Boko Haram a également prêté allégeance à État islamique. Vous voyez, Boko Haram qui a prêté allégeance à État islamique, quand on va négocier, qui va négocier? C'est État islamique ou Boko Haram? C'était une des difficultés également qui fait que s'asseoir autour d'une table a été tout le temps une difficulté au Nigeria, bien qu'à un certain moment, le président Bouhari, par exemple, a envisagé on devrait pouvoir s'asseoir, résoudre nos problèmes, mais il n'y avait pas un véritable interlocuteur en tant que tel, puisque Shekau dépendait d'un mouvement à caractère international et le Nigeria ne devrait pas accepter de négocier avec des gens qui ne sont pas des Nigérians pour discuter du Nigeria. Malheureusement, c'est ça la réalité qui fait que discuter devient difficile dans ces conditions. Alors, la suite a donné à ce groupe ISOAP et au groupe de Shekawi, puisque les deux finalement sont décédés. Est-ce qu'au niveau de ces deux groupes, finalement, il y aura fusion? C'est pas évident. Ce qui a été constaté après le décès de Shekau, c'est qu'une partie des hommes ont rejoint ISWAP. Puisque Abou Moussab comment il s'appelle Abou Moussab a tout fait Al-Barnawi pour que les gens le rejoignent. C'est pourquoi j'ai parlé des Zoudou. Il a vraiment produit pour dire aux gens non, c'est ça le mouvement originel. Il y avait de la déviation avec Shekau. Venez rejoindre le mouvement. Et effectivement, des hommes l'ont rejoint. Mais une partie ont préféré arrêter au contraire le combat, puisque c'est les deux mouvements qui se combattaient. Certains ont préféré plier bagages avec femmes et enfants, aller se rendre carrément à l'armée du Nigeria. La presse nigériane en a beaucoup parlé pendant ces moments-là. Maintenant, ce qui reste du Boko Haram et le mouvement ISWAP qui a pris un peu plus de force avec le décès de Shekau, est-ce que ces deux peuvent se mettre ensemble? Ce n'est pas encore évident parce que les lignes de conduite ne sont pas exactement les mêmes. S'il y a une discussion entre eux, éventuellement, cela va être possible. Mais au niveau de Shekau, c'est la même chose. On ne voit plus Boko Haram véritablement comme on le voyait du temps de Shekau. Boko Haram est plutôt en train de se battre avec ISWAP que de se battre contre l'État nigérien. Et ISWAP est en train de faire la même chose. C'est ISWAP qui tout récemment a tué 16 soldats du Nigeria. Mais il y a plus un combat à l'interne aujourd'hui entre ces deux groupes armés que le combat que l'on voyait habituellement contre le Nigeria, administration armée et malheureusement même population civile. Mamadou, ils sont financés par qui? Parce que pour pouvoir faire cette lutte, cette guerre qui a tant duré, il faut être financé. Derrière eux, il y a qui? Le financement du terrorisme est une nébuleuse à part certains éléments qui sont connus. Ils lèvent des taxes sur les zones qu'ils contrôlent. Ceux qui font du commerce, ils font du racket avec ceux qui font du commerce. Ils font des razzias. On l'a vu au Nigeria plusieurs fois, venir prendre les récoltes des gens, prendre les animaux, etc. Donc il y a un certain nombre de choses qui sont connues qui leur permet déjà d'avoir quelque chose. L'autre élément qui leur apporte le plus d'argent, et ça toutes les études sont d'accord là-dessus, c'est la prise d'otage. Vous avez vu au Nigeria comment c'est devenu la mode aujourd'hui d'aller prendre les enfants au niveau des écoles, obliger les parents à payer pour qu'on les libère. À chaque fois, les gens ne reconnaissent pas avoir payé une rançon, mais toutes les analyses montrent clairement que les gens payent des rançons et la manne financière la plus importante provient de ces rançons. Certains voient également une main étrangère. Quelle main étrangère, ce n'est jamais précis. Mais les gens pensent qu'il y a également des individus qui mettent de l'argent à disposition, ce qui explique d'ailleurs cette lutte contre ce qu'on appelle la finance terroriste, puisque pendant longtemps, on luttait contre le blanchiment d'argent, tout simplement, mais on y a ajouté actuellement ce qu'on appelle le financement du terrorisme. Merci beaucoup à vous, surtout pour vos analyses, Mamadou Diouf. On marque une petite pause et derrière, on a l'invité du jour. Il s'agit du journaliste sportif Henri Akodo.